Petite vidéo préambule pour juste vous dire que la vidéo qui va suivre ne suit pas réellement le cours que j'ai donné. C'est-à-dire que en fait mon disque dur a flashé et je me retrouve avec... J'utilise un logiciel pour récupérer les données. J'ai réussi à récupérer 2 Tera de données. Le seul problème, c'est que il me manque la vidéo sur toutes les pratiques occultes. Il me manque la vidéo sur le Reiki, il me manque ensuite les vidéos sur tout ce qui est le satanisme, la possession et ainsi de suite. Voilà, alors bon, je me suis pas trop inquiété parce que je me suis dit comme j'étais en live sur TikTok à ce moment-là, je pouvais très bien récupérer dans les enregistrements automatiques de live sur TikTok. Et en fait, je suis allé sur TikTok et il y a 0 enregistrement de live. Très étonnamment, c'est-à-dire que normalement c'est 90 jours avant la suppression. Là, on n'est pas du tout à 90 jours, on est même pas à 75 jours. Et donc tous les c'est aberrant, mais toutes les vidéos comme ça ont disparu. Coïncidence, peut-être, je sais pas, j'en sais rien, j'ai pas envie de savoir, mais il n'empêche, voilà. Donc je vais essayer de rattraper un petit peu comme j'ai pu, comme je vais pouvoir, pardon, ce cours, en vous donnant quand même alors ça tombe bien parce que je fonctionne quand même plutôt par séance et par heure, donc il y a des séances qui sont assez isolées les unes des autres, mais bon, il va y avoir de gros manques, alors j'en suis vraiment navré. Alors nous allons aujourd'hui rentrer dans le dur. D'accord? Mais ça va être sympa. On va passer un bon moment. Surtout pour les catholiques, c'est la Saint-Georges aujourd'hui. Georges, c'est celui qui détruit le dragon. Parce qu'à l'époque, il y avait un dragon, vraisemblablement. Alors, je ne sais plus quelle ville. Et il a réussi à tuer le dragon. Incroyable. Phénomène extraordinaire s'il en est. Alors, je suis un peu en retard sur mon plan. Normal. Mais je vais essayer de traiter un peu plus rapidement que prévu un aspect que nous n'avons pas eu le temps de voir hier, qui se trouve être le néopaganisme. C'est un moment important puisque ça continue notre enquête sur l'actualité sur l'actualité en fait de tout le retour du paranormal. Et on fera aussi la médiumnité, voilà, mais en peu de temps. Pourquoi parler du néopaganisme? Parce qu'il m'est apparu une chose un peu étonnante, c'est que dans tout le retour du paranormal, occultisme, ésotérisme, etc., aujourd'hui, cela se teinte de nouvelles religiosités, qui sont des religiosités qui, en fait, piochent dans le folklore antique, ou des religions antiques, voilà, l'ensemble de leur considération sur le monde. Et on appelle ça le néopaganisme. Alors, pourquoi on appelle ça le néopaganisme? Déjà, qu'est-ce que c'est que le paganisme, s'il vous plaît? Ok. Le néopaganisme. Avec la perspective justement de voir en quoi ça sert de renouveau à toutes les pensées ésotériques. Qu'est-ce que c'est que le paganisme à l'origine? Ouais. C'est le fait de croire en plusieurs divinités. Mais est-ce que vous pensez que les Grecs se disaient entre eux, ou les Romains, se disaient entre eux, on est des païens, nous? Ah! C'est une appellation... alors, paganus, ça veut dire paysan, à la base. C'est une appellation que les chrétiens ont donnée pour désigner les autres religions, quelles qu'elles soient, qui ne considéraient pas le Dieu unique et trinitaire.
le néopaganisme, les gens se disent eux-mêmes néo-païens, ça veut dire quoi? Ça veut dire païen et paganisme, c'est la même chose. Hein. C'est le fait que les personnes vont retrouver dans les religions polythéistes antiques de quoi satisfaire leurs besoins spirituels, et ils vont le faire aussi influencés par l'apport de religions polythéistes extra-européennes. Le folklore aussi européen va leur servir, et ils vont le mixer avec de l'ésotérisme et de la sorcellerie. Alors moi, je pensais que c'était un petit délire, cette affaire. Je ne pensais pas que ça concernait beaucoup de personnes. Mais si. Oui. La définition. Le néopaganisme, c'est un mouvement de résurgence du paganisme antique qui est influencé par l'apport de religions polythéistes européennes, extra-européennes, par le folklore européen, par l'ésotérisme et par la sorcellerie. En gros, c'est un énorme melting pot de plein de trucs. Et alors, moi je me suis marré. C'est-à-dire que je me suis mis à mettre tous les dieux que je connaissais antiques pour voir si aujourd'hui on les vénérait encore. Parce que c'est un peu drôle. Alors j'ai commencé par... J'ai tapé Odin. Parce que la mythologie viking est une qui est relativement récente, donc on la connaît assez bien, parce qu'elle s'est constituée un peu en même temps que l'évangélisation, vous voyez, que les chrétiens faisaient en Bretagne. Donc Odin, je me suis dit, bon, est-ce qu'aujourd'hui il y a des gens qui vénèrent Odin? Oui. Oui, oui. On a ce qu'on appelle l'odinisme ou l'azatru. Azatru, ça s'écrit. Alors c'est principalement au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il y en a quelques-uns en France. Alors, on distingue odinisme et azatru en raison de la tendance politique. Azatru est plutôt à gauche, odinisme est plutôt à droite. Voilà. Mais c'est la même vénération. Et alors, il y a un espèce de catéchisme. C'est la force est préférable à la faiblesse. Le courage est préférable à la couardise. Bon, oui, on est d'accord. La jouissance est préférable à la culpabilité. Oh, ça fait des gens très sympathiques à côtoyer. L'honneur est préférable à la honte. La liberté est préférable à l'asservissement. La parenté est préférable à l'aliénation. Le pragmatisme est préférable au dogmatisme. La vigueur est préférable à la paresse. L'ascendance est préférable à l'universalisme. Là, vous sentez que le côté gauche en prend un coup. Hein. Alors, il y a 9 piliers fondamentaux à cette religion. L'étude de l'histoire, de la civilisation et des langues scandinaves. Donc il faut savoir parler la langue. Donc le danois, l'islandais, le suédois, etc. Mais pas que d'ailleurs. Le vieux norrois, etc. Il faut qu'il y ait une croyance en l'existence des 9 mondes, représentés par l'arbre Yggdrasil. D'accord, donc là, je vous invite à reprendre la mythologie nordique hein, pour ça. La croyance en de nobles vertus en guise de code d'éthique. Il existe des nobles vertus. La croyance dans un panthéon majeur, avec les As et les Vanes. Azès ou Vanes, je ne sais pas comment vous le prononcez. La croyance en un panthéon mineur, avec les elfes, les Valkyries, les Landfetir, etc. Le culte des ancêtres. Une relation privée avec les divinités, donc il faut un culte privé. L'étude et l'utilisation des runes, et l'utilisation de symboles spécifiquement scandinaves, le marteau de Thor, le Valknut, l'Irminsul, le Filfot, la croix odinique, le cœur de Hungrir, etc. Voilà, ça c'est l'odinisme. D'accord? Bon, je me suis dit, très bien, on va tenter autre chose. Et on va regarder avec, par exemple, je me suis dit, est-ce qu'il y a encore des Celtes? Je dis, on continue, voilà. Et oui, il y a une
une religion qui compterait actuellement 2 millions d'initiés, qui s'appelle le néo-druidisme. Le néo-druidisme, alors en plus c'est un peu drôle parce que il y en a un peu partout en France, bon, principalement en Bretagne parce que c'est là qu'il y a globalement plutôt un terrain déjà assez conquis au druidisme, mais vous en trouvez un petit peu partout et ils sont souvent appelés pour essayer de vérifier s'il n'y a pas des nœuds énergétiques telluriques qui sont présents dans les jardins, dans les exploitations, dans les trucs comme ça. C'est une forme moderne de religion ou de spiritualité qui va promouvoir l'harmonie avec la nature, avec un espèce de culte de la nature. Alors il faut savoir que dans le druidisme, il y a un peu un principe d'immanence. Le divin est dans tout. D'accord ? Donc la religion celte, elle continue à avoir pignon sur rue à certains endroits. Alors, comme on est chez les Celtes, c'est hyper varié. C'est-à-dire que vous rencontrez un druide, vous avez rencontré un druide. Il n'y a pas de canon explicatif, de pratique, etc. D'accord ? Alors, il y a un respect des ancêtres et un culte de certains ancêtres, de certains héros. Il va y avoir aussi une croyance en l'immortalité de l'âme et en la réincarnation. Et si vous voulez voir une pratique de néo-druide, vous allez... souvent, ils pratiquent leurs rituels, ils sont en cercle, souvent autour d'une fontaine. Pour certains, autour d'un autel qu'ils vont construire. Ils se retrouvent évidemment là où il y a des mégalithes, des dolmens, des choses comme ça. Enfin, vous voyez, voilà. Et alors, les néo-druides, vous les retrouvez autour de Stonehenge, par exemple. Les forces de l'ordre sont obligées de les virer de temps en temps parce que bon, il y en a trop, quoi. Voilà, mais vous avez pas mal de dolmens bretons qui sont le lieu des pratiques ritualisées de néo-druides, en fait. Alors évidemment, ils portent des habits, des toges qui imitent un peu les druides de l'époque. Ils ont des serpes pour cueillir le gui et compagnie. Et voilà. Donc je me suis dit, bon, très bien, ça c'est parce qu'on est dans un délire un petit peu nordique. Regardons, je suis sûr que personne ne vénère Zeus. Bah si. On a une religion qui s'appelle l'hellénisme. Alors... pour l'hellénisme, c'est évidemment un délire américain. Évidemment. C'est-à-dire que c'est la Church of Hellenes qui est un organe de guerre spirituelle dont l'objectif c'est l'extermination en bloc des croyances opposées à l'hellénisme. Donc ils sont bien violents, les gars, ils sont bien remontés. Ils se disent... en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que Zeus, Héra, Athéna, etc., c'était l'apogée de la religion. Et que tout ce qui arrivait après, en fait, c'est vraiment une descente progressive, voilà, c'est un peu... Et donc, bah, on y va. On va se battre contre toutes les autres. Alors, la communauté helléniste, elle est un petit peu divisée. C'est-à-dire que vous avez les reconstructionnistes, qui, eux, veulent vraiment reproduire les anciens rites. Vous avez les Wiccans hellénistes. Alors la Wicca, on va en parler après. Bon, c'est une espèce de syncrétisme global de plein de religiosités. Mais en fait, c'est des Wiccans. Les Wiccans, donc, c'est des gens qui travaillent avec des entités, avec des divinités. Et il y a des Wiccans qui sont spécialisés dans les entités grecques, les divinités grecques. Alors vous avez les modernistes. J'adore, parce que les modernistes présents chez les hellénistes, d'accord, qui est lui-même une religion néo-païenne, donc moderne. Mais bon, il y a des modernes chez les modernes, et alors, eux, ils sont plutôt dans l'innovation au niveau des rites. C'est-à-dire qu'à l'époque, on sacrifiait des taureaux à Hadès, on va pas sacrifier des taureaux à Hadès, on va essayer de déchirer une image de taureau devant une statue d'Hadès. Déjà, c'est un petit peu mieux. Bon, résultat, les reconstructionnistes, ils disent, mais non, ça n'est pas valide. Ça n'est pas liturgique.
Voilà, il faut que vous repreniez. Voilà, la messe n'est pas valide, la messe n'est pas licite. Du point de vue de la spiritualité, il y en a qui se basent sur un texte sacré qui sont les textes d'Homère et d'Hésiode, hein, comme le faisaient les Grecs. D'autres se basent plutôt sur les mystères orphiques, les mystères d'Éleusis et compagnie. D'autres sont des néoplatoniciens, donc ils vénèrent l'un, le beau, l'être, le vrai, ce genre de choses. Et en fait, c'est assez intéressant parce que c'est un polythéisme, mais qui met plus la même hiérarchie. Chacun va vénérer le dieu qui lui parle le plus. D'accord ? Zeus, c'est pas tellement vénéré, en fait. C'est un des dieux les moins vénérés, parce que c'est un dieu qui est un peu lointain, qui est un peu, qui est un peu au sommet, quoi. Mais vous êtes plus proche de, je ne sais pas, Arès, par exemple, la guerre, vous êtes plus proche de Aphrodite, la séduction, la luxure et compagnie. Alors, évidemment, dans la pratique, il faut pratiquer la divination, selon divers modes, soit anciens, donc dans les entrailles de moutons, avec de la fumée, dans le vol des aigles et compagnie, soit plus modernes, avec du tarot. Donc c'est un peu bizarre, parce que le tarot n'est absolument pas grec, mais bon, c'est pas grave, on est capable de... Voilà. Alors je me suis dit, bon, s'il y a Zeus, il n'y aura pas Jupiter. Par Jupiter, qu'il n'y ait pas Jupiter, s'il vous plaît. Si, une certaine religion qui s'appelle Nova Romana, et qui nous vient des États-Unis. Nova Romana, alors le but, c'est de reconstruire la Grande Rome. Aux États-Unis, bien sûr. Pardon, faut pas que je me moque. Mais bon, voilà, c'est un projet, comme un autre, qui a le mérite d'exister. Alors, les divinités traditionnelles sont évidemment reconnues. On les a toujours vénérées, comme le ciel, le soleil, etc. On va vénérer aussi des héros, Hercule, Liber, Castor, Pollux, etc. Et aussi, on va insister sur la pratique ritualisée, sur les rituels, la pietas romaine, vous voyez. Et donc, on va faire des sacrifices publics, sacrifices privés, et il faut respecter l'ordre qui est dit dans le manuel. D'accord ? À tout prix, sinon c'est pas valide. Et c'est décrit dans le détail, c'est-à-dire que dans un premier temps, vous prenez un mouton, le mouton, vous allez le tenir par la main gauche sur le cou, vous allez soulever de 30 cm la peau du cou, vous allez prendre une lame qui mesure tant de centimètres, vous allez l'incliner à tant de degrés, vous allez égorger le mouton, vous allez récupérer tant de litres de sang, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors ça, c'est des sacrifices sanglants. Il existe d'autres types de sacrifices. Vous donnez du grain, vous donnez de la laine, vous donnez des trucs comme ça. Mais attention, il faut que ce soit assez spécifique. Voilà. Donc, je vous ai parlé de la Wicca. La Wicca, on se retrouve avec un mouvement religieux qui est fondé sur l'ancienne religion païenne, ce qui ne veut rien dire. Vous voyez, ça c'est le fondateur qui dit, Gérald Gardner, qui dit que la Wicca s'est fondée sur les religions païennes, sur l'ancienne religion païenne, au singulier. Il y a plein de religions païennes, donc en fait, les Wiccans récupèrent tout ce qu'ils veulent, où ils veulent. D'accord ? Ils vénèrent la lune, ils vénèrent le soleil, ils vénèrent... Alors, il y a certaines choses, c'est plutôt... dans la Wicca, il y a quand même une tendance féministe qui est assez marquée. Et donc, on va plutôt vénérer la déesse mère, qui symbolise l'énergie féminine, la nuit, la magie, l'eau, la fertilité, etc. Et elle est associée à la lune, qui est l'astre dominant dans la Wicca. Et alors, ils vont croire que tout est un, donc le divin est partout, en toute chose, donc tout doit être honoré. Bref, on est sur on récupère un petit peu des trucs orientaux, etc. Et puis, il va y avoir une pratique. Évidemment, c'est très pratiqué. Où ça ? Aux États-Unis, notamment dans la Nouvelle-Orléans, principalement. Voilà, donc, mais le but, c'est de retrouver une certaine religiosité. Alors ensuite, on a le houdou et le vaudou. Donc c'est une nouvelle religiosité. Pourquoi ? Parce que
en fait, dans le vaudou, ceux qui pratiquent maintenant le vaudou, le réemploient, le réutilisent à des fins identitaires politiques. Alors, où est-ce que c'est le plus pratiqué, le vaudou? Non, il y a un piège dans ma question. Ouais. Où ça? Au Bénin, particulièrement. D'accord, le Bénin, c'est vraiment le cœur d'existence du vaudou. Mais quel est le deuxième endroit où c'est le plus pratiqué? Aux États-Unis. Pourquoi c'est le plus pratiqué aux États-Unis? Pour des questions politiques. C'est-à-dire que les Afro-Américains se disent il faut qu'on revienne à nos racines, et donc ils se mettent à réétudier le vaudou à la sauce post-chrétienne protestante. Donc vous avez un mélange de plein de trucs dans ce vaudou. Alors, normalement, si j'avais eu le temps, je vous aurais détaillé toutes les divinités vaudou et compagnie. Voilà. Là, on n'a pas le temps. Entendez qu'il y a plusieurs divinités, qu'il y a quand même un espèce de panthéisme, d'immanentisme aussi présent. C'est-à-dire qu'il y a bien une âme à toute chose. Hein, et donc, vous pouvez influencer chacune de ces choses dès lors que vous maîtrisez la magie vaudou. La magie vaudou, c'est une magie qui fonctionne par mode de transaction. D'accord? Vous faites une transaction avec une entité. Et cette entité, eh bien, si elle accepte la transaction, elle va vous rendre des services. D'accord? Alors, est-ce que j'ai d'autres choses? Oui, le New Age. Le New Age est une nouvelle religiosité. Alors, bon, le New Age, c'est en train de se casser la figure. C'était en plein boom, en fait, dans les années Woodstock, les années 80, les années 60, etc. Ça, le New Age, on était à fond. Pourquoi? Parce qu'il y a trois choses. Premièrement, il y a l'existence d'un moi mystique. Donc c'est hyper individualiste. Et donc c'est en train de se casser la figure parce qu'on se rend compte que l'individualisme, en fait, fonctionne pas trop. Et que les gens recherchent dans la nouvelle religiosité l'aspect collectif. D'accord? Donc l'individualisme du New Age ne plaît pas trop. Continue à plaire encore à certains, mais pas de moins en moins. La deuxième chose, c'est le millénarisme. C'est l'idée qu'il va arriver une nouvelle ère, qui s'appelle l'ère du Verseau naissant, ou une autre ère, je ne sais pas, vous inventez un nouveau truc. Bref, l'idée qu'il y a un avenir qui va être radieux, qui va être un changement complet, etc. Voilà, alors vous avez des personnes qui sont des trolls d'Internet. Vous avez Sylvain Durif, par exemple. Voilà, le grand monarque, le Merlin, tout ce que vous voulez. Bon, le mec, je pense que le mec croit à moitié à ce qu'il raconte. C'est ça qui est un peu drôle. Mais vous en avez d'autres qui y croient beaucoup. Comment il s'appelle? La secte Raël, par exemple. La secte Raël, alors en plus, maintenant, il est sur TikTok. Alors c'est très drôle. Parce qu'il fait des lives sur TikTok où il explique, alors il y a tous ses disciples là, qui expliquent ce que c'est que Raël, etc. Alors moi, je m'étais permis de m'inviter dans un de ses lives pour poser des questions, disant quel est le statut des femmes dans la secte de Raël, hein, puisqu'elles se faisaient violer régulièrement. Comment ça se passe? Ou alors l'ère du Verseau naissant, enfin violer, non pas du tout, elles étaient consentantes, évidemment. Elles étaient consentantes parce qu'en fait, elles avaient été choisies par des extraterrestres pour être la compagne du choisi. Et donc elle disait, bah oui, évidemment, j'ai été choisie. Et donc il fallait qu'elle fasse plaisir au gourou, à Raël. Et il n'y avait que son plaisir qui existait. Je vous invite à regarder, il y a des témoignages d'une pauvre femme qui est sortie de là. En fait, c'est terrible. Elle est née dans cette secte, parce que ses parents y étaient. Elle a grandi, elle s'est fait repérer par le gourou, etc. Il s'est dit, super, je pourrais me faire plaisir là-dedans. Donc en fait, psychologiquement, elle s'est construite de manière un peu déstructurée. Mais bon, le millénarisme, l'idée que l'après va être génial parce qu'il va nous arriver un truc extraordinaire. Et ensuite, voilà, l'holisme, ça c'est le troisième principe du New Age, c'est que vous ne pouvez pas aborder la réalité par le détail. Il faut l'envisager dans sa totalité. Et donc, la seule manière de l'envisager dans sa totalité, c'est de vous plonger dedans, parce que le réel est plus grand que vous, en fait. Donc vous ne pouvez pas l'étudier au microscope, vous ne pouvez pas l'étudier, l'expérimenter, etc. Vous êtes obligé de l'accueillir entièrement en vous, etc. Bon. Voilà pour le New Age. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Bon. Au niveau politique,
si vous voulez faire un truc à la serpe, vous êtes de gauche, vous allez pratiquer la Wicca, la Zatru ou le New Age. Gauche. Vous êtes de droite, odinisme, hellénisme, Nova Romana. D'accord? Voilà, c'est juste que, en fait, c'est, pour vous dire, le néopaganisme est une religion que l'on choisit pour des intérêts très très personnels. Ça n'a rien de culturel, le néopaganisme. Et donc c'est un phénomène qui est très intéressant sociologiquement et psychologiquement, parce que c'est un phénomène qui est individuel. Les païens, vous avez parlé tout à l'heure des religions païennes, les païens ne choisissaient pas leur religion. Ils évoluaient dans une culture qui avait telle religion. Vous étiez grec, vous vénériez Zeus, vous étiez à Athènes, vous aviez une préférence pour Athéna. Voilà, vous n'étiez pas en train de vous constituer votre propre religion. Aujourd'hui, ce que l'on fait, nous, dans notre société occidentale, c'est que les mecs se disent « Allez, je me crée ma petite religion ». Et donc, ça donne lieu à une fascination pour tout ce qui est extraordinaire, tout ce qui est paranormal et tout ce qui est ésotérique. Et dans toutes ces religions, vous avez un versant ésotérique, un versant de pratique, un versant de magie, un versant de sorcellerie, etc. Alors souvent, en plus, le néopaganisme, il est identitaire. C'est-à-dire que c'est des personnes qui veulent retrouver une espèce d'identité. Il y a les États-Unis qui essayent de retrouver l'identité romaine, c'est génial. C'est-à-dire que pour moi, il y a une aberration qui est extraordinaire. Mais c'est pas grave. C'est des gens qui sont tellement déracinés qu'ils veulent essayer de retrouver quelque chose. Et puis c'est en réaction à quoi? Au monde athée hyper libéral et au christianisme. D'accord? C'est les deux ennemis du néopaganisme, c'est ces choses-là. Ce qui fait que comme le monde est actuellement encore très positiviste, on va lui préférer les approches plutôt qualitatives de la réalité, et comme le christianisme est plutôt pas trop fanat de tout ce qui est sorcellerie, et ben on va essayer d'explorer de ce côté-là. Et donc, le néopaganisme participe de manière très forte au retour de tout ce qui est le paranormal. Alors, ne voyez aucun jugement de ma part dans la pratique néo-païenne. J'émets exactement les mêmes critiques par rapport aux religions antiques, ou à n'importe quelle religion. C'est-à-dire que je pense qu'il faut avoir un regard critique sur les religions. Les néo-païens me font un peu doucement rire. C'est-à-dire, les gens, vous savez, il y a des gars sur TikTok, là, des odinistes, ils sont bruns, la peau mate, et ils me parlent d'Odin. Culturellement, il y a un truc qui ne va pas. Et ils ne s'en rendent même pas compte. Pourquoi? Parce que la religion des Vikings, elle est raciste. Profondément raciste. Vous descendez des dieux parce que vous faites partie du peuple viking. Parce que vous avez du sang viking. Le mec qui se ramène, qui a plutôt un sang rital, vous voyez, et qui n'a rien à voir avec ça, qui dit « Bonjour, je suis odiniste », mais il se serait fait buter par les vikings. Vous voyez, alors sinon, il ramenait des femmes, c'est vrai qu'il ramenait souvent les femmes, pour qu'il y ait, mais il fallait que le père soit quand même viking. Vous voyez, il y a des incohérences qui sont un peu marrantes et qu'il faut établir. Bon, ça fait que toutes ces pratiques-là, néo-païennes, etc., cette fascination, eh bien, ça m'a amené, moi, à me questionner sur un phénomène qui va nous ouvrir les portes du monde invisible. Parce que je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce que l'être humain est réellement capable de rentrer en communication avec un monde invisible? C'est ce que cherchent à faire les néo-païens, c'est ce que cherchent à faire les occultistes, c'est ce que cherchent à faire, même vous avez vu, toute la religion hindoue, comme on l'a travaillé hier. Et donc finalement, est-ce que l'être humain est capable de se rendre comme intermédiaire entre ce monde très matériel et le monde invisible immatériel? Il y a un autre mot pour dire intermédiaire, c'est médium. D'accord? Est-ce que l'être humain est capable de se rendre médium, sensible au monde
extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la médiumnie, la médiumnité? C'est décrit par tous les adeptes des pratiques extraordinaires, ésotériques, comme étant une sensibilité accrue à l'ensemble des phénomènes extraordinaires. Les termes sont hyper importants, c'est une sensibilité, c'est une perception. Vous avez une perception. Et cette perception, elle va être sensible. Ce n'est pas une perception intellectuelle. Vous voyez, c'est une perception qui va être sensible. Alors je vous donne deux exemples. Donc Bernard, non pas Bernard, bon cette personne qui a été soignée par son père par magnétisme guérisseur, témoigne d'une sensibilité médiumnique constante, se manifestant par une façon de percevoir ce qui est bien pour elle. Ne fais pas cela, tu fais une bêtise, par exemple quand elle commence à faire quelque chose. Elle ressent de ne pas faire ça. Elle dit d'ailleurs qu'à certains moments, cette réalité allait à l'encontre de sa réflexion rationnelle. Elle discerne le fait que c'est bien de faire ça, cette personne, et en fait, au moment où elle commence à le faire, elle a un ressenti qui lui dit « ne fais surtout pas ça ». Elle dit aussi que dans sa profession, elle a eu comme des anticipations qui lui ont permis, en tant que sous-directeur, de conseiller efficacement ses directeurs. Il y a eu des perceptions sensibles. Autre exemple, une femme qui se plaint de fatigue constante, d'endormissement au volant, d'un mal-être périodique que partage son compagnon au même moment. Quand elle fait un petit travail de rétrospective, elle voit que son papa est très superstitieux, qu'il va voir des personnes dont le but est de les conseiller, des voyants, etc. Le grand-père côté paternel était très engagé dans l'occultisme. Sa maman avait des dons pour guérir. L'une de ses sœurs fait de la divination et tire les cartes. Bref, c'est familial. À cause de son état de santé, de cette pauvre femme, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, mais en fait les médecins ne trouvent jamais la raison. Il y a toujours une merde de santé, toujours, tout le temps. Mais les médecins ne comprennent pas pourquoi. Elle est allée consulter des guérisseurs, des magnétiseurs, etc. Et en fait, à chaque fois qu'elle y va, elle constate qu'il y a une amélioration qui est passagère, mais qui n'a jamais duré plus de quelques jours. Par ailleurs, chez elle, tous les appareils ménagers électriques, dysfonctionnent sans cesse. Toujours des problèmes. En allant plus loin dans le dialogue, là c'est le témoignage d'un gars, lorsque je parle d'hypersensibilité pour expliquer sa fatigue, elle affirme qu'elle est très intuitive et dévoile alors une médiumnité qui l'empoisonne depuis qu'elle est enfant. À certains moments, elle sait des choses sur les personnes, elle a connaissance en avance des situations, et c'est toujours tragique. C'est-à-dire qu'elle sait très bien ce que la personne a vécu comme horreur. Et elle anticipe des accidents qui vont se produire. Elle n'a jamais cherché à se servir de ce don, mais elle fait état d'une hypersensibilité qui fait d'elle comme une éponge. Éponge à tout ce qui se passe autour d'elle. Elle absorbe notamment tout ce qui peut être d'ordre occulte. C'est elle qui témoigne de ça. Elle avoue sans problème avoir comme un sixième sens pour savoir quelles sont les personnes qui sont déjà allées voir des guérisseurs, des magiciens, des voyants, etc. Et elle représente, la conclusion, elle représente sûrement un bel exemple de médiumnité transmise familialement. Alors vous voyez, moi quand je vois ça, je me dis très bien, on flirte avec la pathologie mentale, ou pas forcément la pathologie mentale, mais en tout cas un état affectif qui est compliqué à vivre pour la personne. Et qui fait penser, vous voyez, à des hypersensibles, de manière générale. Les hypersensibles sont des véritables éponges empathiques, parfois même au lieu, c'est-à-dire qu'ils débarquent dans un endroit et puis ils ont une sensation d'oppression ou ce genre de choses. C'est des hypersensibles. Sauf que ils ont travaillé la question, les bougournous.
sur comment distinguer la médiumnité de l'hypersensibilité naturelle. Qu'est-ce que c'est que l'hypersensibilité? Quelqu'un qui est hypersensible, dites-moi, qu'est-ce que vous en savez? Quelqu'un qui est hypersensible, oui. Il vit un peu à travers l'autre. Il vit à travers l'autre. C'est une conséquence, oui, mais oui. Ouais, ça, c'est tellement, il prend tellement l'émotion des autres que c'est très fatigant. Alors, il y a une hyper-empathie, d'accord, oui, ouais. Il y a plusieurs types, mais il y a celui qui a ses sens externes décuplés, Ouais, et il y a celui qui a ses sens internes. interne décuplé. Soit c'est des sens externes décuplés, ce qu'on appelle une hyperesthésie. C'est-à-dire que... soit une hypersensibilité intérieure, des sens internes. Alors l'hyperesthésie est souvent très liée à l'hypersensibilité intérieure. Hein, les hypersensibles ont souvent les deux, c'est-à-dire que ça leur tombe dessus. Alors une hyperesthésie, c'est quoi? Par exemple, il y a certaines personnes qui ne supportent pas certains tissus quand ils mettent des habits. Vous voyez? Ils vont dire mais ça pique, c'est pas agréable, c'est machin. Alors que quand vous les mettez, vous comprenez pas, ça vous semble tout à fait normal. Il y en a qui sont très 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 sensibles, par exemple, de certaines odeurs qui les incommodent. Vous savez, ils rentrent dans une parfumerie, mais c'est une agression. Vous voyez, c'est vraiment une agression. Il y a des gens qui sont très sensibles au son. C'est-à-dire qu'il y a des bruits, il y a des sons, ça prend tout leur champ mental. L'hyperesthésie visuelle est un peu moins présente. C'est surtout les migraineux, en fait, qui ont des hyperesthésies visuelles. Voilà. Il faut bien comprendre une chose, c'est que l'hypersensible, c'est d'abord un déséquilibre psychique. D'accord? C'est quelqu'un qui est déséquilibré psychiquement. Faut l'entendre, hein, parce qu'aujourd'hui, on a trop tendance à dire « Ah, je suis hypersensible. Vous savez, moi, je suis hypersensible. Voilà, donc j'ai des capacités. » Non, 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 non. Tu es déséquilibré. Tu as un problème. Parce que, qu'est-ce qui se passe pour les hypersensibles? C'est que leur raison et leur volonté sont moins puissantes que leur sensibilité. Et donc, tout est passé au crible d'abord de la sensation. De la sensation et de l'émotion. Ce qui fait qu'un hypersensible, par exemple, quand vous n'allez pas bien, il est incapable de vous aider. C'est un ami de merde. Non mais pardon, il va pleurer avec vous, mais en fait, il est incapable d'être empathique de manière mesurée et de vous aider véritablement. Vous voyez, donner des responsabilités à quelqu'un qui est hypersensible, c'est très compliqué. Par exemple, pour un hypersensible, faire face au désaccord. Vous n'êtes pas d'accord avec lui. L'hypersensible, il va considérer que vous remettez en question sa vie. Et quand vous avez des directeurs de ressources humaines qui sont hypersensibles, je peux vous assurer que pour les employés, c'est insupportable. Quand vous avez des patrons qui sont hypersensibles, c'est insupportable. Souvent, on retrouve les hypersensibles dans les domaines artistiques. Mais vous regardez la plupart des artistes qui sont connus aujourd'hui, etc., que ce soit dans la musique ou que ce soit dans le théâtre, etc., mais ce sont des gens à vivre, ça doit être infernal. Et tous les régisseurs, c'était drôle parce que je discutais, quand je faisais du théâtre, je discutais avec des régisseurs qui me disaient « Mais tu n'imagines pas le nombre de divas que l'on doit gérer. Le nombre de personnes qui arrivent et qui en fait, non mais cette couleur, non, elle m'agresse. Cette couleur de spot, elle m'agresse. Tu m'avais promis un blanc chaud, je vois un blanc froid. Mets quelque chose pour que... Change l'ampoule. C'est un truc, un Projo dont l'ampoule coûte 3000 balles. Change l'ampoule pour... voilà. L'hypersensibilité peut devenir tyrannique. Et en fait, le problème, c'est que ça fatigue énormément l'hypersensible. Puisque sa sensibilité est constamment exacerbée, le cerveau, il est en saturation d'informations. Et donc la particularité des hypersensibles, c'est qu'ils vont être crevés. Véritablement crevés. Alors attention, hein, je vous dis, tous les hypersensibles ne sont pas des divas. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. D'accord ?
Mais dans le milieu artistique, il y a beaucoup de phénomènes de diva qui sont en fait liés à de l'hypersensibilité. Il y a des phénomènes de diva qui sont liés à de la bêtise, voire de la méchanceté. Vous prenez l'actrice qui joue Blanche-Neige, par exemple. Bon, voilà. Vous avez quelqu'un en face de vous qui est profondément méchante. Voilà, c'est juste ça. C'est pas une hypersensible. Peut-être qu'elle est hypersensible par ailleurs, mais bon. Résultat, les hypersensibles, ils peuvent dormir, ils se réveillent le matin, ils sont régulièrement crevés. Parce qu'en fait, le cerveau n'arrive pas à reposer autant les informations. Les personnes ont le sentiment d'être des éponges. Mais des éponges sèches. Donc, résultat, dès qu'elles croisent une émotion, il y a une absorption qui est directe. Elles prennent le métro et elles voient des gens qui s'engueulent dans le métro. Toute la journée, il peut y avoir un sentiment de stress lié à ça. Vous voyez, une production de cortisol, etc., en raison d'une dispute que l'on a vue extérieurement. C'est des personnes, certains films, elles ne peuvent pas les regarder. C'est pas possible. Parce qu'il y a une charge émotionnelle qui est trop grande. Il y a des musiques qu'elles ne peuvent pas écouter. Il y a des choses qu'elles ne peuvent pas faire. C'est quasiment un handicap, hein, l'hypersensibilité. Et alors en plus, aujourd'hui, on a des espèces d'injonctions qui sont mauvais pour l'hypersensible. Du style, il faut écouter ton intuition. Fais ce que tu sens. Plus l'hypersensible fait ça, plus c'est pire dans sa vie. Parce que ça va prendre trop de place. Ce qui fait du bien à un hypersensible, c'est de faire par exemple, de faire des études, soit en philosophie, soit en psychologie. Pourquoi ? Parce que l'hypersensible sera capable de repotentialiser son intelligence pour mettre à distance. Et c'est pour ça que très souvent, dans des facs de philo et de psycho, vous avez proportionnellement un pourcentage plus élevé d'hypersensibles qui se retrouvent là. Et qui font d'abord les études pour évidemment aider mon prochain, pour comprendre, pour transmettre la vérité contemplée, tradere veritatem contemplatam. Bon, ok, d'accord, mais aussi pour se calmer intérieurement. Et c'est très bon, hein. Oui. Non. C'est pas plus féminin que masculin. Non, là c'est vraiment... Et c'est une disproportion de la sensibilité. J'aimerais bien, moi, qu'on en étudie la cause. Parce que pour l'instant, sur la cause, on n'en sait pas trop. On ne sait pas trop de choses. Est-ce que c'est un problème éducatif ? C'est-à-dire que on a bridé les émotions de la personne, résultat, elles se sont mis en cocotte minute à l'intérieur, résultat, ça a créé une espèce de disproportion. Ou alors, est-ce qu'on a trop écouté ses émotions, résultat, en fait, c'est devenu la norme ? Je ne sais pas. Ça, j'en sais rien. Je sais pas du tout. Donc, comment faire pour perdre cette hypersensibilité ? Eh bien, il va falloir travailler l'esprit au plan naturel. Chercher la vérité par la réflexion et l'étude et muscler sa volonté pour pouvoir se diriger. En bref, développer ce qu'on appelle la vie morale. Comme tout le monde s'en fout aujourd'hui de la vie morale, et vous avez des hypersensibles qui n'arrivent pas à trouver comment s'en sortir. Et je peux vous assurer que dans le monde de l'entreprise, dans le monde de l'hôpital, dans le monde où il y a des gens qui ont vraiment de grandes responsabilités, vous avez des gens qui ne parviennent pas à gérer leur émotivité, à gérer leurs émotions. Et qui se disent adultes. Oui ? Oui, parce que je pense que vous ne l'expérimentez pas encore. En réalité, comment ? Non. Oui, ma phrase était bizarre. Non. Je dis, quand vous allez accompagner des patients, vous allez voir, vous allez expérimenter une chose. De point de vue naturel, prenons pas d'hypersensible. Un patient vient vous voir, vous lui donnez des clés de compréhension rationnelle de son vécu. La charge émotionnelle liée à son vécu va baisser. D'accord ? En fait, c'est mécanique.
à un enfant, tant qu'il n'a pas la possibilité d'exprimer ce qu'il vit, c'est disproportionné. Dès lors que vous lui dites, vous voyez arriver votre enfant, moi, on est en plein là-dedans, là, 2 ans et demi, il est en plein là-dedans, donc il arrive, il fait Ouah comme ça au milieu de la pièce, on fait wow, qu'est-ce qui se passe? Et donc on lui dit qu'est-ce qui arrive, et là il fait comme ça. Donc ok, et donc là je lui dis très bien, tu es en colère? Oui, je suis en colère. C'est bon. Ou alors il se cogne. Ah, c'est très... Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es cogné sur la tête? Oui. Terminé. C'est-à-dire que la force de notre psychisme et de la dimension intellectuelle du psychisme, c'est de justement rééquilibrer la vie émotionnelle. C'est pour ça que quand on dit à des gens, vous savez, dans les couples, on dit, mais si tu ne dis rien, ça va péter. Ça va péter. Pardon. Non. Vous allez fuir. Justement, s'il n'y a pas de communication, s'il n'y a pas de verbalisation, s'il n'y a pas de rationalisation, la vie émotionnelle prend trop de place. D'où le fait que la vie morale et rationnelle va vous aider à baisser. La vie morale va vous permettre quoi? C'est par répétition d'actes. Vous allez pouvoir affronter cette vie émotionnelle. Quelqu'un vous met énormément en colère, bon très bien, vous vous dites tout haut, ok, cette personne me met en colère, et vous choisissez volontairement de faire des actes qui ne suivent pas cette colère-là. Plus vous allez le faire, plus votre hypersensibilité va baisser. Mais je veux dire, c'est terrible, mais c'est même mesurable au niveau du cerveau. C'est-à-dire que la gaine de myéline rétrécit. C'est-à-dire ce qui entoure les connexions neuronales, elle rétrécit, ça rétrécit. C'est-à-dire que le message se fait moins fort, moins intense, moins rapide. Et il y a d'autres connexions qui se font, qui atténuent cette émotivité. Vous voyez? Donc, très attention. Et attention, vous vous dirigez vers une matière qui est vers un métier qui est hyper rationnel. On ne vous attend pas du tout sur la sensation. Hein. Que vous soyez très empathique ne va pas vous aider du tout. Parce que vous allez vous taper des gens qui vont venir vous voir pour dire « Bonjour, alors voilà, j'ai vécu un inceste à répétition pendant 18 ans, et voilà, et donc actuellement, je pense que je suis en train de le reproduire avec mes enfants. » Ton hypersensibilité ne te sert à rien à ce moment-là. La seule chose qu'elle va te dire, ton hypersensibilité, c'est « Ah !» Toi, en tant que psychologue, tu vas devoir utiliser ta raison, les différents outils que tu as, de compréhension, etc., pour essayer d'aider la personne. C'est comme un médecin. Un médecin urgentiste, on n'attend pas qu'il soit empathique. D'ailleurs, ils ne le sont pas. Et tu arrives aux urgences, tu dis « Ah, j'ai mal !» Il dit « Oui, bah vous attendez, il y a d'autres personnes qui ont mal. » Terminé. Il n'y a pas d'empathie, tu vois. Mais parce qu'on attend quoi d'eux? Bah, qu'ils nous aident. Qu'ils nous aident. Donc c'est pour ça, vous savez, quand on conseille aux jeunes d'aller faire psycho parce qu'ils veulent aider les gens, il faut vraiment, vraiment réfléchir. Parce que c'est pas... tu veux aimer les gens, ouais, bah travaille dans le social dans ces cas-là. Encore que dans le social. J'ai un de mes amis là qui travaille en MEX, en maison, vous savez, pour les enfants qui sont retirés de la garde de leurs parents et qui sont en attente d'être placés dans des familles d'accueil. Il m'a dit, il ne faut pas d'empathie. Hein. Il ne faut pas d'empathie, ce sont des jeunes qui ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'être confortés, ils ont besoin d'être aimés, etc. Mais alors la vie émotionnelle, si tu le fais, tu finis en dépression en 2 semaines. Parce que tu côtoies une misère humaine qui est trop grande, qui est trop difficile. Vous voyez, ça c'est la petite parenthèse, hypersensibilité. L'hypersensibilité médiumnique, ça n'est pas pareil. L'hypersensibilité médiumnique, elle doit être déclenchée. Elle n'est pas naturelle, l'hypersensibilité médiumnique. Elle doit être déclenchée soit par des pratiques de la personne ou des responsables de la personne,
des parents par exemple, soit par des événements subis. Et à ce moment-là, la personne déclare, rappelez-vous ce qu'on a vu sur le Reiki hier, les personnes deviennent capables, à partir du moment où on a exercé sur elles une initiation, deviennent capables de ressentir des trucs. Les magnétiseurs, c'est très clair. Il faut s'exercer pour ressentir. À la base, vous ne ressentirez pas. Et le problème, c'est que l'hypersensibilité médiumnique, elle n'est pas contrôlable. Vous voyez, contrairement à ce qu'on vient de dire sur l'hypersensibilité naturelle, où finalement, on peut l'atténuer un peu, on peut, en renforçant certaines facultés, etc., l'atténuer, l'hypersensibilité médiumnique, une fois que la porte est ouverte, la porte est ouverte. Et la plupart des personnes qui sont médiums vont dire qu'elles sont parasitées. Il y a un sentiment de parasitage, c'est-à-dire que vous avez des personnes, il y a une médium très célèbre qui s'appelle Patricia Daré, qui entend des voix tout le temps. Tout le temps. Les psychiatres sont passés par là, ça n'est pas du tout un délire schizophrène. Hein. Par ailleurs, il y a un très bon, elle reconnaît très bien la réalité, etc., mais elle entend des voix. Donc on l'emmène dans des maisons pour savoir qui a vécu avant, qui a machin, etc. Et elle entend des voix. Elle les entend tout le temps. Et c'est pénible, parce que ça la réveille. Par exemple, la nuit, en pleine nuit, elle entend des voix. Et ainsi de suite. Alors... Qu'est-ce qu'il y a? Allez-y, c'est pas grave, on est entre nous. Oui, dites-moi. Assumez. Ah, oh là là. Emmanuel sans cesse. Le cauchemar. Le cauchemar. Non, c'est pas possible. Non, il faut pas. Alors justement, il y a une porosité statistique entre ceux qui ont une hypersensibilité naturelle et ceux qui développent une hypersensibilité médiumnique. Très souvent, les personnes qui... Oui, il y a un contact. En gros, ils passent de l'un à l'autre, en fait. Pourquoi? Parce que, faisant vraiment confiance à notre intuition et plus du tout à notre raison, les personnes vont essayer de pousser plus loin leur capacité d'empathie. Vous retrouvez beaucoup dans les nouvelles médecines, par exemple, des personnes qui sont hypersensibles, naturellement. Et qui, en fait, à la base, vous voyez, quand ils sentaient que quelqu'un n'allait pas bien. Ils le sentaient véritablement, naturellement. Vous voyez, ils voyaient quelqu'un, ils sentaient qu'elle n'allait pas bien, et donc ils mettaient la main sur l'épaule, voilà, ou ils essayaient de la réconforter, et ça faisait du bien. Ces personnes-là vont essayer de se dire, comment je peux essayer de potentialiser, d'améliorer encore cette capacité. Et à ce moment-là, ils vont faire des différentes initiations, magnétiseur, radiesthésie, coupeur de feu, etc., etc. Et là, ils vont développer une médiumnité, une hypersensibilité médiumnique. Et ils le déclarent tous, c'est plus du tout la même chose. D'accord? C'est pas la même sensation. Hein. Naturellement, quand vous sentez que quelqu'un va pas bien, et quand vous êtes médium et que vous savez que quelqu'un va pas bien, vous n'êtes pas du tout dans la même expérience. Mais il y a souvent cette espèce de porosité. Alors, il existe des médiumnités actives. Ce qu'on appelle les médiumnités actives, c'est des personnes qui sont nées comme ça. Sans même s'en apercevoir. Depuis leur enfance, elles perçoivent des présences, elles reçoivent des messages, elles arrivent à discerner ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour elles, elles ont des flashs de voyance, elles ressentent les personnes, les lieux, les situations, etc. Je vais vous donner des exemples. Voilà. Depuis qu'elle est enfant, cette dame a une sensibilité médiumnique, elle a une intuition, il y a des choses en moi que je ressens, ses parents lui ont dit fréquemment, tu n'es pas comme tout le monde, ça souvent ils entendent ça, les médiums, hein. Car elle était capable d'intervenir en précédant les événements qui allaient se passer.
Elle a aussi du magnétisme qu'elle ressent comme un appel, c'est-à-dire des picotements dans les mains, elle le perçoit comme une sollicitation à le mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'elle a des picotements dans une main et elle a un espèce de désir de l'appliquer sur des personnes où elle sent que ça va pas bien. Depuis toujours. Hein. Elle est affectée par des phénomènes paranormaux visuels. Elle voit des femmes blanches, par exemple. Elle a aussi la perception de courants d'air froid. Elle est affectée par des moments de stress et d'anxiété d'un coup et aussi par des moments de grande violence dont elle ne comprend pas l'origine. C'est-à-dire qu'elle se met à vouloir tout casser alors qu'il ne s'est rien passé. Elle était dans son canapé et puis d'un coup, elle a envie de tout péter. Elle a consulté des magnétiseurs, des médiums, des astrologues, etc. Et elle dit elle-même qu'elle y a laissé des sommes extraordinaires. Voilà. Exorbitantes même. Autre exemple, une autre personne qu'elle dit qu'elle déjà enfant, elle voyait des choses. Et elle entendait aussi des choses depuis l'âge de 7-8 ans. Il lui arrivait de prédire la mort de quelqu'un à 7-8 ans. 2 fois. Un jour, elle dit à sa mère « Ça sent la mort dans ta famille ». Juste avant que qu'une personne appelle et annonce le décès d'un proche. Elle percevait aussi des odeurs de fleurs, mais aussi de pourriture à certains endroits. Faisait des rêves particuliers bizarres, des cauchemars un peu étranges. À l'âge de 11 ans, elle jouait à des jeux de type gothique, des jeux de signes d'horreur. Mais en fait, quand elle jouait à ce genre de choses, elle sentait qu'il y avait une efficacité dans ce qu'elle faisait. C'est-à-dire qu'elle jouait à la sorcellerie et ça créait des choses, ça faisait des choses. Voilà. Elle sait quand on vient lui dire quelque chose, si bien qu'elle s'est donnée comme ligne de conduite, fais comme si tu ne savais pas. À chaque fois, tu fais comme si tu ne savais pas, tu apprenais quelque chose. Et elle dit elle-même qu'elle agit comme une espèce de balise GPS. Elle raconte qu'avec un précédent compagnon, elle était capable de savoir avec qui il la trompait. Ayant accès au nom, à l'adresse, à l'âge, à ce que faisait la personne, de cette personne qu'elle n'avait jamais rencontrée. Et elle a été longtemps perturbée dans son sommeil par une sorte de film intérieur où elle pouvait assister à certains événements qui se passaient, la laissant évidemment sans aucun repos. Elle se réveillait absolument crevée d'avoir vu un film pendant toute la nuit. Ça, c'est des personnes, vous voyez, qui subissent la médiumnité active. C'est-à-dire qu'elles ne la pratiquent pas. C'est-à-dire qu'elles la vivent. Oui. On va y venir, pour l'instant, on décrit le phénomène. D'accord ? Oui. Eh ben justement, c'est les questions. Hein. C'est la question. Mais vous allez voir, c'est un peu terrible. Hein. De responsabilité, c'est un peu terrible. Laurent Baffy, par exemple, vous voyez qui c'est ou pas ? Laurent Baffy, il est médium, mais de la médiumnité active. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il croise quelqu'un, il en témoigne dans certaines vidéos, alors que vous savez, lui, il fait des blagues, machin, c'est son truc, il se fout de la gueule des gens, et voilà, c'est juste ça. Il décrit dans certaines vidéos que, en fait, régulièrement, il a des flashs sur les personnes, et que, pendant longtemps, il s'amusait à le faire. Et sauf qu'il y a ses proches qui ont commencé à lui dire « Arrête de le faire, c'est hyper flippant. » C'est hyper flippant. Et donc, en fait, il a arrêté de le faire parce qu'il disait des choses, et il le disait lui-même, c'était que les trucs sordides de la vie de la personne. Il avait connaissance du fait de dire, il voyait quelqu'un, il disait « Ah, toi, t'as été trompé par ta femme, non ? Récemment. » Il le savait. Et ça tombait toujours juste. Vous voyez ? Ça, c'est une médiumnité. Alors ça, c'est des personnes, et il a arrêté lui-même de l'utiliser parce que ça commençait à lui faire un petit peu peur. Cette capacité-là. Alors justement, il y a des personnes qui ne naissent pas avec, mais qui commencent à l'utiliser. Oui. Il a arrêté de pratiquer, mais comment on peut arrêter de pratiquer d'avoir des pensées ? Il arrête de dire les choses. Voilà. Parce que les gens venaient le voir pour lui demander. Voilà, il a arrêté de le faire. Alors les personnes qui utilisent la médiumnité à la suite de certaines pratiques, c'est qu'elles ont fait une pratique pour acquérir un don. D'accord ? Elles ne sont pas nées avec.
on a parlé des coupeurs de feu. Les coupeurs de feu, ça se transmet dans la famille. C'est-à-dire que le grand-père vous transmet le truc. Moi, j'ai mon grand-père, ou son grand-père lui a transmis le fait de couper le feu. Il m'a dit, tu veux que je te dise la formule? J'ai dit non, c'est bon, ça va bien, ça va bien. Ça va bien. J'ai pas envie de me retrouver avec des trucs médiumniques, de machin qui m'arrivent dans la tronche, de savoir qu'un tel a trompé l'autre avec quelqu'un, ça m'intéresse pas trop. Voilà, alors, ça va être par certaines pratiques. Pour certains, ça déclenche rien. Mais pour d'autres, ça les déclenche. On a parlé de la planche de Ouija, vous savez. Eh ben, y a beaucoup de jeunes à qui ça leur arrive. C'est-à-dire qu'ils pratiquent du Ouija, il ne se passe rien dans la pratique du Ouija. Mais après cette pratique-là, ils se mettent à avoir des intuitions, des choses un peu plus étonnantes qui se passent dans leur vie. Alors, ça a l'air marrant comme ça, mais je vous le dis à nouveau, cette médiumnité, vous ne la contrôlez pas. Résultat, vous n'allez pas sentir des bonnes odeurs de fleurs tout le temps. Vous allez sentir le cadavre. En plein milieu, par exemple, d'une nuit, vous allez entendre... C'était pour éveiller certains d'entre vous, parce que je sentais que vous n'étiez pas trop là. Mais vous voyez, en plein milieu d'une nuit, vous vous mettez à entendre ça. Quand les personnes sont médiums, je vous assure, vous regardez les témoignages des médiums, c'est des vies infernales. Infernales, c'est-à-dire que c'est des gens qui se sentent en permanence sollicités par plein de trucs, par plein de trucs, par plein de trucs. Vous voyez, des gens... on les fait venir, évidemment, on va le voir après, dans le cas des maisons hantées et compagnie, on les fait venir, ils se ramènent... Pour eux, ils se sentent... Il y a parfois, quand il s'est passé des choses glauques dans les maisons, mais il y a une espèce d'oppression, mais qui est maladive. Ils se sentent salis, vous voyez, ça, c'est terrible. Ils se sentent... Et parfois, ils se font jeter dehors. Il y en a certains qui en témoignent, qui disent, voilà, moi je rentre dans cette maison, je ne peux pas rentrer, je ne peux pas rentrer. Vous êtes à côté, vous tenez la porte, vous êtes sur le palier de la porte. Tu ne peux pas rentrer, mais moi, ça va, je peux rentrer. Alors, c'est à ce moment-là où vous dites qu'il y a peut-être quelque chose au niveau psychologique qui ne va pas, ou c'est peut-être un charlatan. Mais il y en a certains, ils ont l'air plutôt psychologiquement bien, ils vous font rien payer. Ben, c'est qu'il se passe des trucs, peut-être. Peut-être qu'il se passe des choses. Alors, je vous donne des exemples. Juste après son divorce, cette personne a commencé à aller voir des voyantes qui l'orientaient vers des guérisseurs. Le combo gagnant. Voyez, elle a vu des voyantes environ 2 fois par an et on peut estimer son parcours à 50 voyantes différentes. Elle est tombée sur de vraies voyantes qui lui ont dit des choses précises dans sa vie et des voyantes qui disaient absolument n'importe quoi. Sa maman et son grand-père maternel ont des flashs de voyance et une certaine médiumnité et elle-même a aussi cette sensibilité médiumnique. Elle dit, j'ai l'impression de flash, je sens des choses. Sa sœur aussi va chez des voyantes. Sa cousine est initiée au niveau 3 du Reiki. Elle a déjà magnétisé par Reiki. Et donc, résultat, elle a acquis une médiumnité qui lui donne accès à un monde dont elle n'imaginait pas l'existence. Le problème qui peut se passer, par exemple, c'est que votre grand-mère, non pas votre grand-mère, une grand-mère commence à aller voir de la voyance, enfin des voyantes, etc., pour savoir un petit peu quand est-ce qu'elle va mourir, parce que ça inquiète souvent les grand-mères. Elle demande aussi comment vont se comporter ses enfants, ses petits-enfants, etc. Puis elle va voir des magnétiseurs et tout ça, et toute la clique, et voilà. Et puis elle en parle à sa fille, et puis sa fille décide aussi d'aller voir cette voyante, d'aller voir ce machin, etc. Et voilà. La grand-mère et la mère vont très bien. Tout se passe bien, pas de médiumnité. Mais bizarrement, leur fille, enfin la fille de la maman, qui a 4 ans, se met à développer une médiumnité alors qu'elle n'est allée voir personne. Et ça, c'est une chose qui est un peu difficile à comprendre en tant que philosophe, et puis voilà, c'est qu'il y a l'air d'avoir une contagion de la médiumnité. Contagion de la médiumnité sur les enfants. C'est-à-dire sur les personnes dont les parents ont la charge. Et ça, vous voyez, alors, moi, d'un point de vue très lambda, je sais très bien que le vice des parents, ceux qui trinquent, c'est les enfants. Et c'est pas juste. Vous avez un père alcoolique,
bah, ce sera l'enfant qui va payer. Il va payer cet alcoolisme. Soit parce que le père va pas être présent, soit parce qu'il va être violent, soit parce qu'il va... et ainsi de suite. C'est pas juste pour l'enfant. L'enfant n'a rien fait. Et pourtant, vous allez le voir, vous allez sûrement en voir dans vos cabinets, ils vont vous annoncer qu'il y a plein de problèmes familiaux dont ils ont hérité, en fait, et qui doivent dealer avec ça. Eh bien, il semblerait que, d'un point de vue de la médiumnité, ce soit la même chose. C'est-à-dire que les conneries, pardon de parler comme ça, que font les parents et les grands-parents retombent parfois comme effet collatéral sur les enfants. Et donc vous avez des enfants qui se mettent à développer de la médiumnité, qui n'ont rien demandé. C'est des enfants qui se mettent à faire des cauchemars, qui se mettent à développer une sensibilité absurde. Je connaissais, par exemple, alors ça c'est un peu drôle, enfin ça vous fait rire, mais c'était pas drôle pour la personne. Un petit garçon, il avait 7-8 ans, à peu près. Tout va bien dans sa vie, il y a juste un truc, il n'aime pas lire du tout. C'est pas du tout son truc, il aime pas lire, voilà. Il aime qu'on lui raconte des histoires, il aime écouter, vous savez, des contes audio, etc. Mais il n'aime pas lire. Ses grands-parents décident de lui offrir un livre dont ils ont entendu parler, qui va bien pour la jeunesse, qui s'appelle Harry Potter. Bon, les grands-parents en question pratiquent la voyance, font le pendule, vont voir des magnétiseurs, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Les parents, eux, sont plutôt un peu hostiles à ce genre de truc. Ils sont chrétiens de tradition, et ils sont pas très fanats de ce genre de choses. Mais bon, Harry Potter, pourquoi pas. Le petit garçon va commencer à lire Harry Potter, et ce que l'on ne sait pas trop, c'est que J.K. Rowling a fait beaucoup de recherches avant d'écrire Harry Potter. D'accord ? C'est un conte qui utilise, par exemple, des vrais sortilèges. Vous voyez, c'est des vrais sortilèges qui sont employés vous trouvez à nouveau... Alors, évidemment, il n'y a pas le coup de « on se fait du pain sur les fesses ». Ça, vous ne le trouverez pas chez Harry Potter. Mais il y a pas mal de sorts, de comment fonctionne la magie, de la distinction entre magie blanche, magie noire, la distinction entre tout ça. C'est pas mal pensé. Et notamment les formules. Et ce petit garçon va se mettre à lire déjà Harry Potter de manière extraordinaire. Il va lire tome 1, tome 2, tome 3, tome 4, 7-8 ans. Il lisait jamais, il se met à lire non-stop, c'est incroyable. Et surtout, il se met à se prendre pour les personnages de cette série, et il se met à dire les sortilèges un peu partout. Voilà, alors je sais pas quel sortilège il y a, mais voilà, je sais pas. Si, dans le jeu Harry Potter, je sais pas si vous avez joué à ce jeu-là, c'est un vieux jeu, donc je pense que vous devez pas le connaître, mais il y avait un vieux doublage qui était génial, où il y avait des sorts du style Flipendo, mais il le disait Flipendo. C'était vraiment, on a l'impression qu'il était en train de déféquer en même temps qu'il Flipendo. Ouais, c'était un peu dur. Incendio. Des trucs comme ça. Bon bref, donc le petit garçon se met à faire des trucs comme ça, et voilà. Et il se met à faire des cauchemars. Des cauchemars terribles. Il en faisait jamais à l'époque. Des cauchemars terribles, et il se met à entendre des voix. Il se met à dire à ses parents qu'il y a des formes dans sa chambre. Et, comble du comble, et c'est le moment, c'est la maman qui me racontait ça, c'est le moment qui a fait flipper les parents. Ils étaient chrétiens, et donc, à un moment, ils vont à la messe. Et pendant la messe, le petit garçon, au moment où il y a la consécration, donc c'est-à-dire le moment où le prêtre, vous voyez, impose les mains et puis fait que le pain devienne le corps du Christ pour les chrétiens et le vin va devenir le sang du Christ pour les chrétiens. Au moment où il fait ça, le petit garçon se tourne vers sa maman et dit « Je vais piétiner le calice ». C'est pas dans Harry Potter. Il n'y a pas cette idée-là dans Harry Potter. Il y a la coupe de feu, mais ça n'a rien à voir. Ce petit garçon avait développé une espèce de médiumnité, sordide, comme il peut y en avoir. À 7-8 ans, il n'avait rien demandé. Il n'avait rien demandé.
Et vous voyez, ce n'est pas la lecture d'Harry Potter en tant que telle qui a créé ça. Parce qu'il y a plein d'enfants qui lisent Harry Potter et qui disent pas je vais piétiner le calice. Il n'y a pas de, vous voyez, il n'y a pas de corrélation. En revanche, ce qui se passait, c'était que dans la famille, il y avait des pratiques occultes, paranormales, etc. Et les personnes se retrouvent affectées en sautant une génération. Et on ne sait pas pourquoi ça tombe sur ce genre de petits garçons. Il faut bien se rendre compte que peut-être, ça c'est l'hypothèse que je vous fais, je n'en sais rien. C'est une hypothèse, mais peut-être qu'il y a des personnes qui sont plus disposées à cette espèce de sensibilité bizarre. Voilà. On se donne rendez-vous à 10h35. Petite vidéo dans la foulée pour remercier les tipeurs qui me soutiennent toujours. N'hésitez pas à rejoindre la bande, ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Abonne-toi Fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. La vidéo est déjà terminée, il te faut reprendre le large, mais avant de monter dans ta barge, abonne-toi à FMP. Abonne-toi Fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. Commenter, partager, signaler qu'on a aimé sont les activités d'un moussaillon bien éduqué. Abonne-toi Fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. Voici ta mission, si tu rejoins le club des fripons, car s'abonner à FMP, c'est accepter de ferrailler. Couler les hypocrites, embrocher les menteurs, canonner leurs acolytes et corriger les erreurs. Abonne-toi Fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. La vidéo est déjà terminée, il te faut reprendre le large, mais avant de monter dans ta barge, abonne-toi à FMP. Abonne-toi Fripounet, hisse la grand voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. Abonne-toi Fripounet, hisse la grand voile, pirate de la pensée, abonne-toi à